Alors aujourd'hui, on va se pencher sur une idée vraiment puissante, tirée de la leçon 12 d'un cours en miracle. L'objectif, c'est de provoquer un vrai séisme, un changement radical dans notre façon de voir le monde et de comprendre cette contrariété qu'on peut tous ressentir. Alors voilà, je suis contrariée parce que je vois un monde insignifiant. Bon, première réaction, ça peut paraître complètement à l'envers, non? D'habitude, on est contrarié parce qu'un événement a justement trop de sens. Un sens négatif, bien sûr. Pas parce que le monde n'en a pas. C'est ce paradoxe qu'on va essayer de démêler ensemble. Et tout part d'un constat. Un constat hyper simple, en fait. On est contrarié et on croit savoir pourquoi. On regarde autour de nous et hop, on tire nos conclusions. On se dit, le monde est effrayant, le monde est triste, violent, complètement fou, et on est convaincu que c'est ça la cause de notre mal-être. Eh bien, la leçon vient nous dire, attention, idée un peu folle, et si toutes ces étiquettes, tous ces adjectifs n'étaient pas des propriétés du monde lui-même, mais plutôt le reflet de notre propre regard. C'est là qu'on arrive au cœur du réacteur. L'argument central, c'est que le monde, en soi, est neutre. Il n'a pas de signification propre. C'est un peu déstabilisant, c'est vrai, parce que notre cerveau, lui, il passe son temps à faire l'inverse. Il est programmé pour coller des étiquettes sur absolument tout. Voilà, le mot-clé, c'est insignifiant. Et c'est super important de bien comprendre ce que ça veut dire ici. Ça ne veut pas dire que le monde n'a aucune importance, pas du tout. Ça veut dire qu'il est comme une toile vierge, ni bon ni mauvais en soi, juste là. Et là, on voit bien la différence. D'un côté, il y a le monde tel qu'on le perçoit, le monde sur lequel on projette toutes nos peurs, nos tristesses, tout notre drame intérieur. Et de l'autre, il y a le monde tel que la leçon nous invite à le voir. Une page blanche, insignifiante. Et du coup, la conclusion est logique. Si on est contrarié, ce n'est pas à cause du monde, mais à cause de ce qu'on projette dessus. Ok, la théorie c'est bien beau, mais comment on fait en pratique? Eh bien, la leçon ne nous laisse pas comme ça, elle propose un exercice très concret pour qu'on puisse ressentir cette idée, pas juste la comprendre. Alors, l'exercice, c'est une sorte de méditation, mais les yeux ouverts. Le principe est simple, on regarde autour de soi, très lentement, et on essaye de ne rien privilégier. Que ce soit un stylo sur la table, la fenêtre, un arbre dehors, peu importe. On donne à chaque chose la même attention, le même temps, sans juger. C'est un entraînement pour voir les choses pour ce qu'elles sont, sans leur coller une étiquette de valeur. Et pendant qu'on fait ça, on va intérieurement lister toutes les étiquettes qu'on a l'habitude de mettre sur le monde. On se dit « Ah, je pense que je vois un monde apeurant, un monde dangereux, un monde hostile. » On fait juste remonter à la surface tous nos jugements habituels. Mais, et c'est là que ça devient vraiment subtil, l'exercice nous demande d'inclure aussi les jugements positifs. Si on pense « Ah, quel monde agréable » ou « Quel monde bon », il faut l'ajouter à la liste, sans distinction. Ça, c'est intéressant. La question se pose tout de suite, mais pourquoi ? Pourquoi se débarrasser aussi des pensées positives ? Si le but est de ne plus être contrarié, on devrait garder ce qui est bon, non ? Quelle est la logique là derrière ? Eh bien, la réponse, elle est au cœur de la leçon. C'est que chaque étiquette, même une étiquette positive, crée son contraire. Si on dit « ceci est un monde bon », on sous-entend qu'il existe quelque part un monde mauvais. En fait, chaque jugement, bon ou mauvais, est une sorte de filtre, un voile, qui nous empêche de voir les choses telles qu'elles sont, tout simplement. Et donc, après avoir listé tous ces jugements, les bons comme les mauvais, on termine l'exercice en revenant à la phrase de départ. C'est elle qui fait le lien. Mais je suis contrariée parce que je vois un monde insignifiant. On ramène tout à ça. La vraie raison de notre malaise, c'est ce décalage entre le monde neutre et toutes les significations qu'on lui plaque dessus. Pour la pratique, c'est assez simple. On nous conseille de faire ça 3 ou 4 fois par jour, et surtout, pas plus d'1 minute à chaque fois. Vraiment 1 minute max. Et si on sent la moindre tension, le moindre inconfort, on arrête tout de suite. L'idée, c'est la douceur, pas la contrainte. Ok, mais à quoi ça sert tout ça ? Quel est le but ultime de cet exercice ? Pourquoi chercher à vider le monde de son sens ? En fait, d'après le cours, notre angoisse ne vient pas du monde. Elle vient de ce poids, ce fardeau qu'on se met sur les épaules, celui de devoir tout le temps donner un sens à tout, de devoir écrire notre propre histoire sur cette toile blanche. C'est un job à plein temps et c'est épuisant. Le chemin vers le bonheur serait donc de démissionner de ce job, de lâcher ce fardeau. Tous nos mots, nos jugements, nos petites histoires, imaginez tout ça comme un voile, ou une sorte de brouillard. Un brouillard très dense qu'on génère nous-mêmes et qui nous empêche de voir ce qui est vraiment là, juste derrière. Ce brouillard, c'est notre bruit mental, qui masque une vérité beaucoup plus simple, beaucoup plus calme. Et qu'est-ce qu'il y a derrière ce voile ? Le cours utilise une image très forte,
une métaphore. Sous tes mots est écrite la parole de Dieu. Alors qu'on interprète ça de manière religieuse ou spirituelle, peu importe. L'idée, c'est qu'il y a une réalité, une vérité, une sorte de perfection originelle qui est déjà là, sous nos mots, sous nos jugements. Elle est juste recouverte. Du coup, on comprend mieux le but de l'exercice. C'est un grand nettoyage. C'est comme si on avait passé notre vie à faire des graffitis sur un chef-d'œuvre. L'exercice consiste à prendre une éponge et à commencer à effacer nos propres graffitis, pour enfin laisser apparaître ceux qui se trouvent en dessous. C'est en arrêtant de projeter qu'on commence enfin à voir. Et la promesse, au bout du chemin, elle est immense. Si on arrive à faire taire nos jugements, à accepter cette toile vierge et à laisser la vérité s'y inscrire d'elle-même, alors on accède à un état de bonheur que le texte qualifie d'indescriptible. Un bonheur qui va au-delà des mots. On va donc se quitter sur cette question. Si on arrive, ne serait-ce qu'un instant, à retirer ce voile, à effacer nos propres histoires, qu'est-ce qui reste à voir? Qu'est-ce qui se révèle, vraiment? La leçon ne donne pas la réponse, elle suggère juste que ça vaut le coup d'aller voir par soi-même. Imaginons un instant la scène suivante, qui semble vraiment tout à fait banale au premier abord. D'accord, je visualise. Quelqu'un est assis devant son bureau, fixe une pile de factures impayées, ou alors regarde les chaînes d'infos en continu à la télé qui diffusent des images de chaos. Un scénario assez angoissant en général. Justement, au lieu de ressentir la fameuse boule au ventre, la crise d'angoisse ou le désespoir habituel, il n'y a absolument rien, pas le moindre stress, pas la moindre peur. Rien du tout? Absolument rien, juste une observation ultra clinique et neutre de morceaux de papier posés sur une table ou de pixels qui clignotent sur un écran. Et ça, c'est la prémisse totalement folle de notre plongée d'aujourd'hui. C'est un point de départ qui pique la curiosité, c'est clair. L'objectif de notre analyse, c'est de décortiquer un extrait très précis d'un texte spirituel et philosophique qui est particulièrement intriguant, intitulé « Un cours en miracle ». Oui. Plus spécifiquement, on va plonger dans les rouages de la leçon 12 de cet ouvrage. La mission de cette exploration, c'est de comprendre un concept fascinant et honnêtement complètement contre-intuitif sur la perception humaine. Et le mot contre-intuitif est faible. C'est vrai. L'idée centrale affirme que le monde qui entoure l'être humain est fondamentalement dépourvu de signification. Et que c'est très précisément ce vide de sens qui provoque une contrariété hyper profonde chez nous. Ouais, ça bouscule pas mal de certitudes d'emblée. Pour donner le ton, la phrase d'accroche de ce matériel, celle qui vient un peu frapper l'observateur de plein fouet, c'est la suivante. « Je suis contrarié parce que je vois un monde insignifiant ». Il faut vraiment bien poser le cadre d'entrée de jeu parce que le matériel qu'on analyse aujourd'hui ne fait absolument pas dans la dentelle. Il annonce que cette idée bien spécifique contient, selon ses propres mots, la correction d'une distorsion majeure de la perception. Ah oui, une distorsion majeure carrément. Exactement. Ce qui marque tout de suite, c'est l'approche mentale extrêmement rigoureuse qui est exigée. Il s'agit de suspendre littéralement tous les réflexes conditionnés que n'importe quel être humain porte sur son environnement au quotidien. Donc on met le cerveau en mode pause d'une certaine manière. Une toile totalement vierge. C'est une déconstruction radicale de notre fonctionnement mental habituel. On demande d'effacer tous les préconçus pour revenir à un état d'observation purement brut. Mais justement, abordons un peu cette déconstruction, parce qu'elle heurte le bon sens dès la première seconde. Pour commencer à démystifier ce que le document appelle ce monde effrayant, il y a une liste d'adjectifs très courants qui est dressée. Des adjectifs qu'on utilise tous les jours, oui. Voilà, il est question d'un monde effrayant, d'un monde triste, d'un monde violent, ou même carrément insensé et fou. Et très honnêtement, quand on traverse une crise mondiale ou qu'on regarde bêtement les actualités, la violence ou la tristesse semblent être des faits totalement objectifs. Des faits tangibles, oui. C'est tangible. On le voit. Et pourtant, l'argument central vient briser cette certitude en affirmant, de façon pure et simple, que le monde en lui-même ne possède absolument aucune de ces caractéristiques. C'est quand même une pilule hyper difficile à avaler de prime abord, non? Oh, c'est difficile parce que ça va totalement à l'encontre de notre câblage instinctif. C'est ici qu'il faut faire appel aux bases de la psychologie, et très particulièrement à la mécanique de la projection. Ce que l'écrit met en lumière de façon assez brillante, c'est que l'observateur calque ses propres émotions et ses propres peurs sur la réalité physique. Donc la réalité agirait juste comme un miroir? C'est tout à fait ça. La formule utilisée dans l'ouvrage est redoutable. Elle dit que c'est l'individu qui donne au monde tous ses attributs. L'environnement physique, les événements bruts qui se déroulent autour de nous sont présentés comme purement insignifiants. Ils sont totalement neutres.
Neutre, c'est-à-dire sans aucune intention derrière. Voilà, ils n'ont ni intention, ni agenda caché, ni boussole morale. La pluie qui tombe n'est pas triste, elle est juste mouillée. Pour essayer de vulgariser un peu cette idée, c'est un peu comme si chaque personne qui marche dans la rue était un projecteur de cinéma ambulant. J'aime beaucoup cette métaphore. Le monde autour, la rue, les bâtiments, les autres passants, ce n'est finalement que l'écran blanc posé au fond d'une salle obscure. L'écran lui-même ne ressent rien du tout, il est ni joyeux ni dramatique. Non, ils se contentent de réfléchir la lumière. C'est ça. Il reçoit juste le film dramatique, terrifiant ou romantique que le cerveau de l'observateur est en train de diffuser à plein régime. L'analogie du cinéma est vraiment parfaite pour illustrer ce concept. Et c'est une réalisation qui opère vraiment à double tranchant pour la psyché humaine. D'un côté, comprendre de manière viscérale que la tristesse ou l'hostilité qu'on perçoit sont des projections internes et non des forces malveillantes venant de l'extérieur, c'est d'une libération immense. On n'est plus la victime du monde, en gros. Exactement. L'individu cesse d'être la victime passive d'un univers qui s'acharnerait sur lui. Mais de l'autre côté, l'implication est profondément déstabilisante. Ah oui, parce qu'on ne peut plus accuser personne. Voilà, ça retire toute possibilité de blâmer un facteur externe pour ce qu'on ressent. Ça fait reposer le poids entier, l'entière responsabilité de la réalité ressentie sur l'esprit même qui observe. C'est vertigineux. C'est clair. Et c'est exactement ici qu'on passe de la théorie philosophique abstraite à la pratique pure et dure. Le texte ne se contente pas de poser ce postulat de l'écran blanc. Il propose une méthodologie concrète, un exercice spécifique à faire les yeux ouverts. Les fameux exercices pratiques du livre. Les instructions semblent presque banales au premier coup d'œil. Il s'agit de regarder autour de soi, mais de le faire très lentement, en passant simplement le regard d'un objet à l'autre dans la pièce. Sauf que le point crucial de cette observation, la clé de voûte de toute la méthode, c'est la gestion du rythme. Le rythme du regard. Oui, c'est une règle d'une rigueur absolue. L'intervalle de temps entre chaque regard posé sur un objet doit rester constant, régulier et égal. Le manuel interdit formellement de permettre à cet intervalle de devenir plus long ou plus court en fonction de la nature de l'objet observé. Attends, c'est là que la logique me paraît un peu intenable en situation réelle. Pourquoi s'imposer d'agir comme un radar de recul ou une caméra de surveillance qui balaye une pièce de façon totalement froide et robotique? C'est vrai que ça paraît étrange. Imaginons la scène, dans un salon. Comment un esprit humain normal pourrait-il accorder exactement la même durée d'observation millimétrée à une photographie magnifique d'un enfant ou d'un proche qu'à une vieille tasse de café sale oubliée sur la table basse? Traiter ces deux objets avec la même considération temporelle, ça semble totalement contre nature. Et c'est totalement contre nature. C'est d'ailleurs très précisément l'effet recherché par l'auteur. La leçon qui se cache derrière cette rigidité apparente est fondamentale. Ce n'est pas juste pour tester notre attention alors? Non, pas du tout. S'imposer ce rythme égal n'est pas un banal test de concentration visuelle. L'ouvrage présente ça comme l'étape initiale et indispensable pour rééduquer l'esprit en profondeur. Il faut garder en tête que le cerveau humain est le produit d'une très longue évolution biologique et sociale qu'il a programmée pour hiérarchiser en permanence son environnement. Il trie les informations pour nous protéger. C'est ça. Dès que les yeux s'ouvrent, le cerveau scanne et étiquette ça représente un danger immédiat. Ça, c'est une source de réconfort. Et ça n'a aucune importance pour ma survie. C'est donc une mécanique de survie et d'efficacité pure qu'on cherche à désactiver temporairement avec cet exercice? Absolument. En forçant le regard à balayer l'espace physique à des intervalles rigoureusement constants, on oblige la machine mentale à désapprendre cette hiérarchisation automatique et complètement frénétique. L'objectif philosophique derrière ce chronomètre visuel, c'est d'apprendre à accorder à toute chose une valeur strictement égale. On met tout sur le même plan. Voilà. Le regard nivelle la valeur perçue de chaque élément de l'environnement pour tout ramener à un point zéro absolu. La tasse sale et la photographie précieuse redeviennent de simples formes dans l'espace avant que l'esprit n'ait eu le temps de leur coller une étiquette émotionnelle. On installe donc cette mécanique visuelle très froide, très clinique. Mais l'exercice ne s'arrête pas là parce qu'il implique également un monologue intérieur très spécifique. Une petite phrase à se répéter, oui. Pendant ce balayage visuel égalitaire, il est demandé de répéter mentalement une phrase pour forcer la prise de conscience. La formule commence par « Je pense que je vois un monde ». Apeurant, un monde dangereux, un monde hostile, triste, méchant, fou. Le vocabulaire est assez chargé. Très chargé.
Et la consigne, c'est d'inclure tous les termes lourds et anxiogènes qui traversent l'esprit à ce moment précis. La syntaxe même de cette phrase mérite une attention particulière. Comment ça? Le simple début « je pense que je vois », cette préface change tout. Elle a pour but d'introduire le doute cognitif dans le système de croyance de l'observateur. Au lieu de valider la peur comme un fait indiscutable de l'environnement, ça rappelle à l'esprit que cette hostilité perçue n'est qu'une hypothèse de travail. Une supposition, pas une vérité. C'est ça. Une construction mentale temporaire et non une réalité absolue qui existerait indépendamment de celui qui regarde. Mais voici le véritable moment de bascule de cette leçon, le rebondissement qui prend complètement à contre-pied tous ceux qui ont effleuré la psychologie populaire ou le développement personnel. Ah, la question de la positivité. Exactement. Quand on fait l'effort d'analyser ses pensées dans la vie de tous les jours, on cherche logiquement à chasser le négatif pour faire de la place au positif. On veut se rassurer. Or, l'instruction fournie ici est formellement opposée à ça. Il faut impérativement inclure les termes positifs dans la liste. C'est ce qui choque beaucoup de gens en lisant ça. C'est clair, si l'esprit suggère la vision d'un monde bon ou d'un monde satisfaisant, le manuel exige de les traiter exactement de la même manière que le monde méchant. Et là, on se demande, pourquoi s'attaquer à ce qui est réconfortant? Pourquoi refuser de voir le bon côté des choses et jeter tout ça par la fenêtre? Parce que c'est là que réside le piège fondamental de la dualité, et l'ouvrage s'y attaque frontalement. Pour bien comprendre, si une personne décide fermement qu'une belle journée ensoleillée est fondamentalement bonne en soi, elle crée automatiquement et simultanément la règle implicite qu'une journée de pluie est mauvaise. Ah oui, l'un ne va pas sans l'autre. S'attacher désespérément au positif, s'y accrocher comme à une bouée de sauvetage, c'est en réalité valider et renforcer toute l'architecture du jugement qui permet au négatif d'exister et de nous terrifier. C'est un peu comme jouer sur une balançoire à bascule. La balançoire, c'est une super image. Oui, il est impossible d'avoir le côté haut sans créer le côté bas. Ça marche de pair. D'accord, je vois très bien. En gros, pour arrêter d'être secoué par les hauts et les bas constants de la vie, la solution, c'est pas d'essayer de rester bloqué en l'air sur la balançoire, mais de descendre complètement du jeu. C'est l'essence même de l'approche. Pour les besoins de ce travail de perception, la qualité apparente des pensées, qu'elles fassent sourire ou qu'elles donnent des sueurs froides, ça n'a strictement aucune importance. On égalise tout. L'intervalle de temps d'observation doit rester imperturbable, plaçant la perception du positif et la perception du négatif sur un pied d'égalité absolue. Le scénario agréable n'est pas conservé précieusement, et le scénario catastrophique n'est pas combattu farouchement. Tous les deux sont ramenés à leur nature fondamentale de simples illusions équivalentes projetées sur notre écran blanc de tout à l'heure. C'est une gymnastique mentale qui demande une discipline de fer. S'imposer d'appliquer la même distance émotionnelle, le même détachement, à un magnifique rayon de soleil qui traverse le salon et à une lettre des impôts posée sur le bureau. Tout est lissé. C'est le nivellement par le vide de sens. Et cette étape radicale nous mène directement au point culminant de l'exercice. À la toute fin de cette observation chronométrée, après avoir dressé l'inventaire complet des illusions bonnes et mauvaises, l'exercice se clôture par une conclusion qui donne justement son titre à la leçon. La fameuse phrase. Mais je suis contrarié parce que je vois un monde insignifiant. Et cette phrase de conclusion soulève un paradoxe fascinant, qui est d'ailleurs anticipé dans l'analyse de la source elle-même. Pourquoi un monde qui est totalement dépourvu de signification devrait-il contrarier qui que ce soit? C'est vrai, ça n'a pas de sens a priori. Logiquement, ce qui est strictement insignifiant est vide de toute charge. Ce n'est ni dangereux ni malveillant. L'absence totale de menaces inhérentes devrait, en théorie pure, apporter une paix profonde et inébranlable. Alors d'où vient cette contrariété si tenace qu'on ressent tous? C'est la grande question. Si la pièce est vide, pourquoi a-t-on peur du noir en fait? L'explication psychologique avancée pour répondre à cette énigme est d'une grande profondeur. L'insignifiance crée un vide. Et face à ce vide de sens absolu, la nature humaine ne ressent pas de la paix, mais une angoisse existentielle viscérale, une véritable terreur du néant. On a horreur du vide. Exactement. Pour fuir ce vertige, pour combler ce vide terrifiant et se donner l'illusion du contrôle, l'esprit humain se sent obligé d'y écrire frénétiquement ce qu'il voudrait que le monde soit. Il invente des règles, des drames, des alliances, des menaces. On projette notre propre scénario pour se rassurer. Et le véritable drame perceptif, la source de la souffrance selon ce texte,
C'est que l'individu finit par oublier qu'il est l'auteur de ce scénario. Il finit par être terrifié par ses propres étiquettes et ses propres projections, croyant dur comme fer qu'elles existent de manière indépendante. C'est une idée saisissante. C'est l'illustration parfaite du fait qu'une personne préférera toujours largement imaginer un monstre terrifiant caché sous son lit, plutôt que d'accepter l'idée brutale qu'il n'y a absolument rien du tout. Le monstre donne un visage à l'angoisse. Le monstre provoque la panique, certes, mais au moins la panique a un sens. Elle donne une structure narrative à la réalité. Le vide, lui, ne donne aucune prise. C'est tout à fait ça. Et c'est précisément à partir de ce constat psychologique implacable que le matériel qu'on étudie opère une transition assez vertigineuse vers une dimension beaucoup plus théologique. Il est crucial de préciser qu'on aborde ce virage en conservant une posture d'analyse purement objective, sans endosser le moindre dogme. Oui, on reste dans l'analyse du concept. Selon ce texte, si l'on gratte sous la couche d'écriture humaine paniquée, sous nos jugements de valeur hystériques, se trouve inscrite ce qu'il appelle la parole de Dieu. C'est ici que s'opère le renversement de paradigme le plus profond de cet enseignement. La vérité de ce vide initial contrarie violemment l'ego humain dans un premier temps. Elle heurte nos défenses psychologiques de plein fouet, car elle exige de lâcher le contrôle narratif de l'existence. C'est une vraie mort pour l'ego. Et l'horizon lorrain de tous ces exercices. Le but ultime de ce nettoyage ardu de la perception, c'est d'arriver à effacer complètement ces mots humains qu'on a projetés compulsivement. La finalité est de faire place nette pour permettre à la vérité universelle, que l'auteur nomme ses paroles avec un S majuscule, d'apparaître sur la toile devenue enfin vierge. Donc on vide pour laisser autre chose remplir. L'argument central soutient que l'acceptation sereine de ce monde comme étant insignifiant, sans céder à la panique de le remplir de nos drames, permettrait à une vérité supérieure de s'y inscrire. Et ce processus d'effacement de soi conduirait à un état de bonheur indescriptible. Mesure bien l'ampleur de la résistance psychologique que ça implique de notre part. Renoncer à son propre récit, abandonner sa propre vision du bien et du mal qui nous définit tellement au quotidien pour laisser toute la place à une vérité qui nous dépasse complètement. C'est demander à l'identité humaine de prononcer sa propre dissolution. C'est un exercice de reddition intellectuelle et émotionnelle totale. C'est pour cette raison que la paix intérieure, immense, qui est promise dans cet ouvrage, ne provient pas de la découverte d'un bon sens ou d'une belle explication pour justifier les tragédies de la vie. Elle vient bel et bien de l'abandon inconditionnel de toute volonté d'imposer son propre sens aux événements. On parle d'enjeux qui touchent aux fondations mêmes de la réalité humaine. C'est un changement de paradigme tellement massif qu'on pourrait logiquement s'attendre à des instructions draconiennes, du genre s'isoler dans une grotte silencieuse au Tibet et méditer sur ce vide de sens pendant 14 heures par jour. Ça serait l'approche classique, oui. Et pourtant, ce qui est extrêmement frappant en parcourant les instructions pratiques, c'est le cadre de sécurité très pragmatique et modéré qui entoure cette leçon. Les limites fixées par l'auteur sont étonnamment courtes et prudentes. Il est recommandé d'appliquer l'idée du jour seulement 3 ou 4 fois, sur des périodes n'excédant sous aucun prétexte 1 minute à chaque tentative. Ce simple détail logistique est d'une importance capitale. Il témoigne d'une conscience clinique très fine de la violence du processus qui est engagé. La violence pour notre mental, on s'entend. Exactement. Déconstruire l'illusion du sens, s'attaquer au cœur même de l'architecture qui nous protège du vide absolu, c'est un travail qui demande une énergie émotionnelle colossale. Le manuel prévient avec beaucoup de lucidité que, face à l'angoisse du vide, même une seule petite minute peut sembler interminable et insupportable pour l'esprit. Le temps se distord complètement. L'instruction formelle d'arrêter l'exercice immédiatement dès l'apparition d'une tension ou d'une crispation interne démontre que le démantèlement de nos mécanismes de défense exige une douceur infinie. On ne force pas brutalement les portes d'une psyché qui rassemble déjà tout son courage pour regarder le vide en face. C'est un contraste assez fascinant à observer. D'un côté, le concept philosophique possède la puissance dévastatrice d'une bombe nucléaire pour l'ego humain, et de l'autre, on exige de le manipuler avec la délicatesse extrême d'un maître horloger. C'est une belle façon de le formuler. Une simple minute de balayage visuel par-ci par-là et on relâche immédiatement la pression si le cerveau commence à s'enrayer ou à paniquer. Ça illustre de façon magistrale à quel point l'être humain est fusionné de manière presque vitale à son besoin maladif de contrôler, de juger et d'étiqueter son environnement. Absolument. Et si l'on fait l'effort d'appliquer cette grille de lecture au tumulte de l'époque actuelle, la pertinence du concept devient frappante. Oh oui, surtout aujourd'hui.
Dans le contexte de la surcharge d'informations modernes, chaque notification sur un téléphone, chaque titre alarmiste dans les médias, chaque image choc sur les réseaux sociaux exige comme un impôt une indignation immédiate, une réaction viscérale ou une opinion tranchée. L'environnement contemporain tout entier est une machine à forcer la projection de sens. On nous demande de réagir à tout le temps. Est-ce que pendant une poignée de secondes, que tous ces événements extérieurs sont fondamentalement neutres, avant que la société n'y plaque ses propres terreurs ou ses indignations collectives. C'est offrir une incroyable respiration. Une pause bien méritée. C'est une soupape de sécurité phénoménale contre l'anxiété chronique qui ronge le quotidien. Ça permet de mettre temporairement l'usine mentale à fabriquer du drame sur pause. C'est exactement ça. S'autoriser le droit luxueux de déposer le fardeau de l'opinion, de poser les armes du jugement, juste pour 60 secondes par jour. Pour faire une synthèse globale de ce long voyage conceptuel, le parcours qu'on a analysé est assez vertigineux. Un vrai grand écart intellectuel. On part d'une instruction d'apparence banale, presque mécanique, balayer d'un regard neutre les objets usuels de son salon, une chaise, une porte, avec un métronome interne constant. Et à partir de cette toute petite action de nivellement visuel, la théorie glisse vers une remise en question totale de notre besoin compulsif d'injecter un scénario narratif et émotionnel dans tout ce que l'on perçoit. C'est une méthode qui part vraiment de la surface matérielle, du regard brut posé sur des objets physiques sans importance, pour dynamiter subtilement l'architecture invisible de nos peurs, de nos croyances et de nos certitudes les plus ancrées. Et pour clore cette réflexion approfondie et construire sur la base de ce matériel dense qu'on vient d'explorer, voici une pensée provocatrice qui mérite vraiment d'être explorée bien après cette discussion. Je t'écoute. Si, comme le suggère ce modèle de pensée, l'urgence constante d'avoir un avis tranché sur chaque micro-événement, sur chaque crise ou chaque contrariété, n'est au fond qu'un immense bouclier défensif contre le silence absolu et terrifiant de l'univers. Que se passerait-il si l'on refusait d'être les auteurs acharnés de cette réalité, ne serait-ce que pendant 1 heure entière ? C'est un défi immense. Face à ce silence pur, sans projeter la moindre étiquette pour se rassurer ou se donner des frissons de peur, l'esprit humain pourrait-il psychologiquement supporter ce vide béant ? Ou bien, le simple fait d'arrêter d'émettre des opinions nous ferait-il perdre jusqu'à la conscience de notre propre identité ? C'est une question vertigineuse qui mérite d'être méditée longuement. Ces podcasts ne constituent pas une interprétation officielle de Un cours en miracle. Ils ne prétendent ni expliquer le cours dans son entièreté, ni remplacer l'étude personnelle du texte.